Le deuxième volet de votre question, c'est les délais de traitement. Les délais de traitement, c'est il vraiment faut que critique. je réfère à la dualité des compétences entre Ottawa et Québec en matière d'immigration. Québec, si on réfère à l'accord Canada-Québec, est responsable de l'accueil, de l'intégration et de la sélection des personnes immigrantes, mais pas de l'admission des personnes immigrantes. Quand tu veux te faire octroyer ta résidence permanente et de bénéficier de tous les droits qui y sont inhérents, ça relève purement et strictement d'Ottawa. Pour la sélection au Québec, bon, il y a l'immigration temporaire, mais les personnes qui sont sur le territoire québécois, par exemple, qui veulent passer par le PEC, qui n'est pas un échec, là, le PEC qui donne de bons résultats. Chers auditeurs, nous sommes enfin sur le plateau avec notre invité. Il s'agit de M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et bien sûr, surtout en ce qui nous concerne, ministre de l'Immigration, de la Francophonie et de l'Intégration. Bonjour M. le ministre. Oui, bonjour Florent, comment allez-vous? Je vais très bien M. le ministre et vous-même? Oui, c'est tout à fait, puis je suis bien heureux d'être avec vous cet après-midi. Ben, nous sommes vraiment flattés et nous tenons à vous remercier, M. le ministre, parce que vous êtes le premier ministre de l'Immigration qui a daigné nous recevoir dans vos bureaux. Ah bon. Donc, je tenais à le souligner. Alors, Monsieur le ministre, nous, pour notre question d'entrée, comment ça va avec cette actualité brûlante de l'Europe? On parle bien sûr de l'Ukraine. On sait qu'aujourd'hui, vous êtes l'un des ministres les plus occupés avec, bien sûr, l'immigration, avec tout ce qui se passe en Ukraine. Comment vous gérez ça? Ben, d'abord, il faut que j'exprime ma profonde empathie pour le peuple ukrainien qui est victime d'une invasion non souhaitée. Évidemment, il y a beaucoup de chaos là-bas. Vous savez, le conflit fait des ravages au plan humain, d'abord et avant tout, social, économique. Et moi, je me suis assuré que le Québec allait être une société d'accueil avec une réputation qui se poursuit dans le temps. Et donc, évidemment, vous savez que le Québec n'a pas juridiction en matière de gestion des frontières. Absolument. Donc, j'ai mis énormément l'accent sur l'accueil et l'accompagnement des personnes ressortissantes de ce pays-là, de l'Ukraine, notamment dans un contexte de regroupement familial. Comme vous savez, il y a à peu près 44 000 Ukrainiens ici au Québec. Il faut s'assurer que ces personnes-là aient l'opportunité d'être réunies avec les personnes qui vivent en Ukraine. Et donc, quand je parle d'accueil et d'intégration, il faut le faire avec des partenaires. D'abord et avant tout, des organismes communautaires. Absolument. Je me suis assuré qu'on mobilise les 95 organismes communautaires qui font de l'accueil, de l'intégration, de l'accompagnement, qui s'occupent aussi d'employabilité, de services psychologiques, parce qu'il y a des personnes qui arrivent ici qui ont vécu des drames humains importants, puis ont besoin qu'on mette à leur disposition des services de santé, des services sociaux. Fait accueil et intégration avec ces 95 organismes communautaires-là, avec l'Union des municipalités du Québec, avec des organismes à but non lucratif, avec des coopératives, puis avec beaucoup d'acteurs partenaires socio-économiques. Donc, on veut que les personnes sachent qu'ils vont être bien accueillis, qu'ils vont bénéficier de nos services de santé, qu'on va les accompagner s'ils ont des enfants dans un retour à l'école, que ce soit primaire ou secondaire, qu'ils puissent enfin bénéficier d'un accompagnement qui leur est propre, hyper personnalisé. Parfait. Et qui leur permette de se réaliser ici au Québec. Puis je suis bien fier de dire qu'on est prêt au Québec à accueillir de façon digne et humaine les personnes ukrainiennes. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui explique vraiment cette compassion et ce volontarisme manifeste du gouvernement du Québec quant à cette situation? Surtout, on sait que vous mettez le Canada, le Québec, mais les bouchées doublent après celle des Syriens.
Est-ce qu'on peut dire que ça s'est super bien passé avec les Syriens? Et comment expliquer cet engouement? Je vais expliquer l'engouement de façon simple. Okay. Puis je pense que ça m'affecte beaucoup. C'est que j'ai senti une vague tellement importante de générosité et de solidarité au Québec. Okay. Puis même moi, comme ministre, il y a des personnes qui m'appellent. Jean, je suis prêt à accueillir des personnes dans mon sol. Puis c'est pas des personnes ukrainiennes, là, des gens, des Québécois qui vivent ici, puis ils offrent des logements, ils offrent de l'hébergement temporaire, ils offrent des services pour intégrer les personnes en emploi, parce qu'il y a des employeurs, vous savez, qui ont des besoins de main-d'œuvre. Mais je ne veux pas me servir de motifs humanitaires pour répondre à des besoins économiques. Mais je pense que je suis le porte-parole de ce que les Québécois sont, fondamentalement, généreux, ouverts, inclusifs et d'abord et avant tout humains. Alors, Monsieur le ministre, on va rapidement rentrer dans un autre cadre. L'économie est indissociable de l'immigration. D'un côté, on a beaucoup d'immigrants par le monde entier qui donnent tout et font tout pour arriver au Québec, au Canada. Et bien sûr des personnes hyper compétentes. Et d'un autre côté, nous avons aussi bien sûr le Canada, comme d'autres pays qui ont besoin de main-d'œuvre. Comment expliquer le retard de traitement des dossiers? Parce que jusqu'à présent, on a des familles qui attendent depuis 10 ans. Alors, on aimerait avoir votre réaction par rapport au retard des traitements, bien sûr. OK. Si vous me permettez, je vais d'abord m'exprimer sur la pénurie de main-d'œuvre. Comme vous savez, c'est un phénomène démographique qui affecte la plupart des pays occidentaux. La population vieillit rapidement, il y a beaucoup de départs à la retraite, ce qui crée une augmentation rapide des postes vacants. Et dans nos plans d'action, je réfère constamment à l'importance de l'immigration. C'est une de nos options, puis les personnes immigrantes, que ce soit de l'immigration temporaire ou permanente, les employeurs québécois sont totalement ouverts, puis moi, je veux favoriser l'arrivée de ces personnes-là, mais en même temps, il faut le faire de façon à respecter notre capacité d'accueil et d'intégration. Florent, souvenez-vous, on disait constamment, on augmente nos seuils de façon progressive, qui ont augmenté, là, qui sont à entre 49 500 et 52 700 pour l'année 2020. Puis ça découle d'une planification pluriannuelle suite à des consultations particulières. Mais ça a monté graduellement. Et ce qu'on constatait avant notre arrivée au pouvoir, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes immigrantes qui se massaient, par exemple, à Montréal et qui ne travaillaient pas. C'est pour ça qu'il faut bien les accueillir. Donc, le deuxième volet de votre question, c'est les délais de traitement. Les délais de traitement, c'est vraiment il faut que je réfère à la dualité des compétences entre Ottawa et Québec en matière d'immigration. Québec, si on réfère à l'accord Canada-Québec, est responsable de l'accueil, de l'intégration et de la sélection des personnes immigrantes, mais pas de l'admission des personnes immigrantes. Quand tu veux te faire octroyer ta résidence permanente et de bénéficier de tous les droits qui y sont inhérents, ça relève purement et strictement d'Ottawa. Pour la sélection au Québec, bon, il y a l'immigration temporaire, mais les personnes qui sont sur le territoire québécois, par exemple, qui veulent passer par le PEC, qui n'est pas un échec, là, le PEC qui donne de bons résultats pour les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers temporaires, puis il y a le programme régulier des travailleurs qualifiés. Mais pour le PEC, les personnes qui appliquent dans ce programme-là veulent avoir un certificat de sélection du Québec. Puis le certificat de sélection du Québec, il est préalable à l'obtention de la résidence permanente, donc de l'admission d'Ottawa. Pour le PEC, le délai moyen au Québec, c'est 47 jours. Pour le programme régulier des travailleurs qualifiés, c'est 14 jours avant d'avoir ton certificat de sélection du Québec. Mais après ça, les gens appliquent à Ottawa pour bénéficier de la résidence permanente et ils demandent d'être admis. Et c'est ça qui prend du temps. Et ça, moi, je dénonce et je considère que ces délais-là sont inacceptables et je mets beaucoup de pression sur Ottawa pour que ces délais-là soient considérablement réduits. Et avec Ottawa, on met en place un plan d'action pour qu'ils puissent réduire ces délais-là et qu'il y ait un nombre
plus important de personnes qui soient admises et donc que ces délais-là soient raccourcis au maximum parce que j'ai énormément de respect, puis encore une fois, j'utilise le même terme, de l'empathie pour une personne qui vit au Québec puis qui attend pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans avant d'être admis et d'avoir sa résidence permanente au Canada. Mais quelle est votre politique pour combattre les stéréotypes de toutes ces personnes, peut-être sous-informées ou mal informées, qui continuent à croire que permettez le terme, que l'immigration ou les personnes issues de l'immigration viennent voler leur job? Oh, c'est plus ça, Florent. Ceci dit avec respect, là. Je suis allé à Gaspé, à Val-d'Or, à Gatineau, partout au Québec. Les Québécois sont généreux. Puis c'est pas que relié seulement à l'impératif économique. C'est pas simplement la pénurie de main-d'œuvre. Il y a eu quand même une évolution. Et les Québécois sont ouverts, puis moi, je fais constamment référence à l'importance d'avoir un Québec inclusif. Et là, c'est, à mon avis, une avenue qui va nous permettre d'être plus prospères. Donc, les Québécois, ils ne sont pas contre les immigrants, mais ils souhaitent cependant, Florent, puis je vais être très franc, que les immigrants s'intègrent à la vie, au vivre ensemble, le Québécois. Puis ça passe par le français, ça passe par la société, la communauté d'accueil, que ce soit à Saint-Hyacinthe ou à Shawinigan ou à East Angus. Les gens, là, ils disent, on veut s'occuper, on veut les accompagner. Puis c'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle un programme d'appui aux collectivités. Puis j'ai fait beaucoup d'annonces dans les dernières semaines, un peu partout au Québec, avec des villes, des organismes à but non lucratif, des organismes communautaires, et ils font des activités interculturelles pour faire la promotion du vivre ensemble. C'est ce que les Québécois veulent. Ils veulent qu'on forme un tout, qu'on soit tout le monde ensemble. Ils ne veulent pas des séparations. Ils veulent que les personnes qui arrivent ici s'adaptent, s'intègrent et vivent avec les Québécois. Et dans un contexte comme celui-là, moi, je sens de l'ouverture. Il y a une attente sérieuse en ce qui concerne les personnes qui vont prêter serment. Qu'est-ce qui explique ça? Je ne suis pas en mesure de dire ça, là. Je sais que dans les processus d'immigration, il y a une déclaration assermentée qui est requise. Absolument. Ou un affidavit, puis on doit obtenir un rendez-vous, on doit l'obtenir, puis ça passe par une assermentation. Absolument. Je ne sais pas pourquoi les délais sont si longs. Au Québec, je vous l'ai mentionné, au Québec, les délais sont bons. On est tout à fait respectueux des déclarations qu'on fait aux citoyens pour les délais moyens, mais les affidavits auxquels vous faites référence, ça relève encore une fois d'Ottawa. Puis je ne veux pas tout le temps renvoyer la balle à Ottawa, mais je reviens toujours à ma déclaration première. C'est une compétence partagée. Puis moi, je ne peux pas empiéter, puis je leur dis, puis on met de la pression, mais les déclarations assermentées, ça relève d'Ottawa. Rapidement, Monsieur le ministre, quelle est votre politique de régionalisation? On a mis en place, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, au ministère de l'Immigration, à mon ministère, un programme d'aide et de soutien pour les personnes immigrantes. J'aime mieux le résumer en disant qu'on fait de l'accompagnement dans les régions. Donc, quand on constate que 70% des personnes immigrantes arrivent à Montréal et ne viennent pas dans les régions, là où sont les besoins les plus profonds. C'est pour ça que le taux de chômage des personnes immigrantes en 2021, Florent, il est encore à 12,5 %. Pour les personnes qui sont chez nous depuis moins que 5 ans. Il est à 9,1 % pour l'ensemble des personnes immigrantes, et ça a baissé depuis notre arrivée au pouvoir, de façon constante. Donc, on accompagne les personnes, il y a des plateformes numériques, il y a des agents d'aide à l'emploi, il y a des conseillers aux entreprises. On a mis en place 9 bureaux de service, puis 66 personnes qui sont dans les régions pour accompagner, pour faire comprendre aux personnes immigrantes qu'à Rimouski, qu'à Rivière-du-Loup, on a des emplois
qui sont compatibles avec leur profil, puis on les aide. Puis il y a des allocations, il y a des services de francisation. On a investi beaucoup pour améliorer les services de francisation. Et je veux profiter de l'occasion, Florent, pour dire qu'au mois de décembre dernier, on a annoncé un montant de 130 millions de dollars pour 2 ans pour reconnaître les compétences acquises à l'étranger des personnes immigrantes. Combien de fois on se fait dire une personne immigrante arrive à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, puis a fait un travail qui n'est pas compatible absolument avec son profil. Cette personne-là étudiée, a souvent pas complété ses études, arrive au Québec, puis a fait un travail qui n'est vraiment pas à la hauteur de ses ambitions, de ses qualifications ou de ses habiletés. Fait que ce programme-là, il permet de multiplier les formations d'appoint. On a fait ça en collaboration avec le Conseil interprofessionnel du Québec qui chapeaute tous les ordres professionnels. On donne une allocation financière de 500 $ pour inciter les personnes immigrantes à compléter leur formation. Parce que ça, c'est un autre phénomène, Florent. Une personne immigrante arrive ici, elle veut compléter une formation d'appoint, puis elle ne la complète pas parce qu'elle manque d'argent. Fait qu'elle va travailler. Donc, on veut l'accompagner pour qu'elle complète la formation d'appoint. On augmente le nombre de cohortes pour éviter que les délais soient un irritant à la terminaison de la formation. Puis enfin, on accompagne aussi les employeurs pour leur permettre d'évaluer les diplômes, les titres, les compétences acquises à l'étranger pour permettre à la personne d'occuper un emploi qui est vraiment bénéfique à elle. Si c'est une infirmière qui n'a pas complété, qu'elle puisse faire un travail de préposé aux bénéficiaires au Québec. Si c'est ultimement un vétérinaire qui puisse faire un travail en technique animalière ou autre, mais au moins, pendant que la personne complète sa formation d'appoint, puis ça peut être à temps partiel, elle peut intégrer le marché de l'emploi, puis vivre dans le bonheur, puis vivre dans un environnement tant personnel que de travail qui est respectueux de ce qu'elle est. La communauté noire au Québec est parfois victime de discrimination. Votre collègue Benoît Charette, que nous avons d'ailleurs reçu à notre tribune, il est à l'origine d'un rapport intitulé « Le racisme au Québec, tolérance zéro ». Je pense que vous êtes au courant de ce rapport-là. Est-ce que vous avez de la provision nécessaire pour un tel projet? Il faut continuer d'aller de l'avant. Puis le groupe de lutte contre le racisme a émis un certain nombre de recommandations en 2020. Puis c'est la première fois qu'on nomme au Québec un ministre responsable de la lutte contre le racisme. Et moi, je suis hyper fier. Puis d'ailleurs, Benoît vous transmet ses salutations. Puis il y a eu des bons mots pour vous, Florent, pour le média que vous représentez. Et Benoît, c'est un esprit systématique. Et il va s'assurer, parce que là, je ne peux pas m'exprimer pour lui, d'avoir les ressources humaines d'abord et les ressources financières pour faire du Québec une société qui lutte réellement et profondément, que ce soit pour combattre le profilage, que ce soit pour permettre un meilleur accès à un logement, que ce soit pour permettre un meilleur accès à un emploi pour une personne issue de peu importe la communauté. Mais oui, tout à fait, Benoît, il est profondément acquis à la mission de lutter contre le racisme au Québec. Monsieur le ministre, dites-nous un tout petit peu. Depuis un certain moment, il y a une prolifération de consultants en immigration et puis on n'arrête pas d'entendre des fraudes à gauche et des détournements à droite, de l'escroquerie à n'en plus parler. Comment est-ce que vous encadrez ça? Est-ce que vous avez une politique pour encadrer ça? Ça, là, Florent, là, vous faites référence à de l'immigration temporaire. La mise en application du programme des travailleurs étrangers temporaires où il y a malheureusement des employeurs qui ne traitent pas les personnes qui viennent de l'étranger de façon équitable. Le gouvernement du Québec a adopté un règlement qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020 pour assurer que les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires obtiennent un permis de la Commission des normes équité, santé, sécurité du travail. Et il y a des vérifications qui sont faites, il y a des analyses, il y a une obligation d'informer les travailleurs étrangers de leurs droits,
d'informer la CNESST de la date du début du contrat et de la date de la fin du contrat. Et il y a des outils aussi dans différentes langues pour s'assurer que les travailleurs étrangers temporaires ne soient pas abusés. Puis moi, je le répète constamment, ils ont les mêmes droits. Ils sont assujettis aussi aux mêmes obligations que les travailleurs québécois. Ils ont donc accès aux mêmes recours. Ils bénéficient des mêmes avantages qui sont dans la loi sur les normes du travail, dans la loi sur les accidents de travail, la loi santé et sécurité du travail. Malheureusement, il y a encore des cas. Il y en a eu des cas récemment qui ont été documentés par les médias et on fait des enquêtes. On s'assure que la CNESST soit présente, qu'elle recueille les témoignages, qu'elle fasse des rapports et quand il y a des constats d'infraction à émettre puis des amendes à payer ultimement, moi, je vais m'assurer qu'on aille de l'avant puis que les travailleurs étrangers... Évidemment, je n'ai pas la prétention de pouvoir tout éliminer, Florent. Quand même que je vous dirais qu'il n'y aura plus de vol au Québec demain matin puis qu'il n'y aura plus de fraude, on ne sera pas capable. On est tous conscients qu'il y aura des employeurs récalcitrants, malveillants, mais il faut avoir un plan pour lutter contre ça, puis c'est ce qu'on fait. Monsieur le ministre, on sait que l'intégration est un point important de votre mandat. Le métier de préposé aux bénéficiaires est occupé en grande partie par des employés d'origine immigrante. Leur rapport durant, bien sûr, la pandémie Covid a été fort apprécié par tous. Cependant, ils se plaignent, ou ils ou elles se plaignent de manière récurrente de la lourdeur de leurs tâches et du bas salaire qui leur revient, ce qui nuit considérablement à leur processus d'intégration et à leur épanouissement rapide. Quelles mesures est-ce que vous pouvez prendre pour révaloriser le métier de préposé aux bénéficiaires? Bon, là, je vais être contraint, Florent, de vous dire que je me fie totalement à mon collègue à la santé, qui fait beaucoup d'efforts pour... il y a des campagnes de valorisation. Vous avez vu l'immense campagne de recrutement de préposés aux bénéficiaires. Le fardeau des tâches est imposant. Mais pas que pour le travail de préposé aux bénéficiaires, puis pas que pour les personnes immigrantes. Il l'est pour tout le monde au Québec. La pénurie de main-d'œuvre impose ça. Que tu sois une infirmière, un enseignant ou un éducateur, éducatrice à la petite enfance. C'est la raison pour laquelle, quand on a lancé la vaste opération main-d'œuvre le 30 novembre dernier, quand j'étais avec le premier ministre puis ma collègue de l'enseignement supérieur, on a priorisé des secteurs. La santé, l'éducation, la petite enfance, puis dans le domaine privé, les technologies de l'information, le génie puis la construction. Mais je reviens aux services publics. Les Québécois ont droit à des services publics en quantité suffisante puis en bonne qualité, puis ça passe par du personnel qui se sent valorisé, puis j'adhère à ça. Donc, qui est bien rémunéré, dont on respecte les obligations en matière de conciliation famille-travail, d'avoir des horaires, mais je sais que pour le travail de préposé aux bénéficiaires, il y a une pénurie qui est importante, puis que ça impose. Puis je salue d'ailleurs toutes les personnes au Québec qui font ce travail-là, peu importe d'où elles sont issues, là, que ce soit des personnes immigrantes ou des personnes d'ici, là, ces personnes-là ont joué un rôle tellement important puis incontournable durant la pandémie. Puis il faut continuer de les encourager. Puis je pense qu'on s'en va dans une bonne direction. Monsieur le ministre, dans une autre ordre d'idée, beaucoup de pays africains sont des pays francophones, ils font partie de la francophonie. Cependant, lorsque les recrutements massifs du Québec ou du Canada se font, mettons du Québec, puisqu'on parle du Québec, généralement, ça se fait toujours en Europe. Pourquoi ne pas aussi faire ces campagnes de recrutement massifs-là en Afrique, vu qu'ils ils parlent tous français, et aussi, dans un deuxième volet, est-ce que la condition de parler de français et de passer le test de français, est-ce que ce n'est pas juste de la bureaucratie? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour des pays qui parlent du français? Mais je pense qu'on se comprend bien là-dessus. Hein? Puis j'ai dénoncé d'ailleurs le taux de refus anormalement élevé de la part d'Ottawa pour émettre des permis d'études d'étudiants internationaux qui provenaient des pays africains. Absolument. Vous avez raison, c'est des pays francophones, puis ces personnes-là viennent au Québec, puis ils vont étudier
dans des collèges, dans des universités, qu'on soit à Saguenay, qu'on soit à Magog, et ces personnes-là s'intègrent bien grâce à la langue française. Mais après ça, ils s'intègrent dans la communauté, puis ils se font un conjoint, une conjointe, puis après ça, ils restent, puis ils décident de vivre ici. Il y a un partage de pouvoir. Quand les immigrants arrivent en sol québécois, on les accueille, on les intègre, on les accompagne dans leur processus de francisation, on les sélectionne avec l'émission d'un certificat de sélection du Québec, et ça, c'est la porte d'entrée pour la résidence permanente. Donc, je vous dirais, on n'a pas tout le contrôle qu'on souhaiterait. Je vais être honnête avec vous, j'aimerais ça qu'on gère. On a les ressources, le programme des travailleurs étrangers temporaires. J'aimerais ça qu'on ait notre mot à dire dans certaines autres catégories d'immigrants. Absolument. Mais pour ce que nous avons comme mission en vertu de cet accord-là, je pense qu'on respecte bien ce qu'on a à faire, puis on assume nos responsabilités. Et je vous dirais, l'admission, c'est Québec. La sélection, en fait, oui, l'admission, c'est Ottawa, puis la sélection, c'est Québec. Monsieur le ministre, on est presque à la fin de notre émission. On sait que l'un des principaux obstacles à l'immigration et à l'intégration professionnelle au Québec est la protection corporative et le filtrage serré de l'accès aux divers ordres professionnels. Quelle intervention le gouvernement du Québec peut-il faire pour faciliter une plus grande ouverture des ordres professionnels aux candidats issus de l'immigration? Bien, c'est un peu ce à quoi j'ai fait référence, là. Notre vaste programme de reconnaissance des compétences. Puis ça, c'était attendu depuis des années puis des années. Et c'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup en collaboration avec le Conseil interprofessionnel, parce que ce soit l'Ordre des infirmières ou l'Ordre des comptables professionnels agréés, ou peu importe la nature de l'ordre professionnel, tout le monde va dans la même direction. Tout le monde reconnaît que pour réussir en immigration, ça prend une reconnaissance des compétences. Puis ça passe par les diplômes, par les titres étrangers. Et le programme qu'on a annoncé au mois de décembre dernier, il a été super bien accueilli par les organismes communautaires, par tous les groupes qui s'occupent des personnes immigrantes. Et je veux que de moins en moins au Québec, on voit une personne qui arrive à Montréal, qui a une formation professionnelle X et qui fait un travail qui est incompatible. Puis j'ai du respect pour tous les types de métiers et de professions, mais si tu fais un travail qui est complètement incompatible avec ta formation, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne seras pas une personne heureuse, tu ne t'intégreras pas bien, puis ça va affecter à la baisse notre taux de rétention. Les personnes vont s'en aller. Ils vont s'en aller en Ontario, ils vont retourner, ils vont s'en aller ailleurs. Donc, moi, je trouve que c'est super important pour que nous réussissions dans notre mission en matière d'immigration, qu'on soit une société ouverte, mais qui accueille bien, qui intègre bien. C'est pour ça que nos seuils sont toujours correspondants à notre capacité de bien faire les choses de manière digne et humaine. Enfin, monsieur le ministre, vous êtes ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et vous êtes ministre de l'Immigration. Quel est le chapeau qui prend plus de place? Mon Dieu, moi, je vois ça maintenant comme un grand chapeau. Je fais de moins en moins de distinction entre le travail, l'emploi, la solidarité sociale, l'immigration, l'intégration, francisation. Pour moi, c'est toutes des missions complémentaires. C'est des missions à connotation foncièrement humaine, puis je me plais beaucoup dans cette chaise-là, puis je dis pas c'est plus ça ou... Non, de plus en plus dans ma tête, ça forme un tout intégré. Parfait. Et on croit que nous, en tant que médias de la diversité, pour le moment, monsieur le ministre, nous attendons toujours de pouvoir avoir des options de travailler avec vous. Absolument. Écoutez, moi, je suis encore une fois, Florent, heureux d'avoir fait cette entrevue. Puis je veux dire à ceux et celles qui nous écoutent que de ne pas hésiter à faire valoir vos intérêts, puis d'être convaincu
que le Québec est une terre d'accueil intéressante. Puis moi, encore une fois, je pense que le Québec est inclusif, que les Québécois sont généreux, sont solidaires, puis vous l'avez vu avec ce qui se passe en Ukraine, de la solidarité, puis de la compassion, puis de l'empathie, ça n'a pas de frontières. Puis les Québécois ne sont pas à l'abri de ça, puis ils l'ont exprimé de façon très claire. Puisque vous en parlez, je vais rebondir là-dessus. On a terminé, bien sûr. La nouvelle liste des professions ayant accès au traitement simplifié pour l'octroi d'un permis de travail est sortie. Et on se rend compte qu'il y a certaines professions qui manquent. Ça, c'était ma dernière question. Bon, bien, il y a des nouvelles à venir. Il y a des nouvelles à venir, Florent. Je ne peux pas le dire pour l'instant, mais on n'est pas loin d'une entente qui va être mise en application. On n'est pas loin, je pense. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour le temps que vous nous avez accordé. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs? Bien, simplement vous dire merci, bravo, puis en vous souhaitant beaucoup de bonheur, puis en vous souhaitant beaucoup de réalisations positives au Québec. Merci beaucoup, Florent, à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, voilà, c'était Monsieur Jean Boulet, ministre de l'Immigration, comme vous le savez, qui nous a accordé quelques minutes et il nous a donné des informations essentielles, des informations importantes. En attendant un prochain invité, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Bye bye. Monsieur le ministre.